Friedrich Merz Chute imminente. Abonnez-vous maintenant, vous allez comprendre pourquoi tout bascule. Ce qui s'est joué hier soir à Berlin n'a rien d'un simple désaccord interne. C'est une fracture, une rupture nette, brutale, presque irréversible. Et si vous pensez que c'est une crise politique comme les autres, vous vous trompez. Il est 23 heures passées. Dans une pièce discrète, à l'écart des regards, 27 députés de la CDU se réunissent en urgence. Pas pour discuter, pas pour débattre, mais pour préparer un renversement. Un plan clair, une cible unique, Friedrich Merz. Et ce plan, selon plusieurs sources internes, pourrait bien marquer le début de la fin. Tout commence 3 jours plus tôt. Une intervention catastrophique au Bundestag. Une erreur de calcul ridicule. Une séquence embarrassante. Et surtout, des sondages qui tombent comme un couperet. 11%. À peine plus. Pour un parti qui dominait encore le paysage politique, c'est un choc. Dans l'est du pays, la situation est encore plus brutale. Dans certaines circonscriptions, la Alternative für Deutschland dépasse la barre des 50%. Oui, 50. Pour les députés locaux. C'est simple, leur avenir politique est en train de disparaître. Alors ils se retrouvent, d'abord dans un café discret à Berlin, pas des inconnus, pas des figurants, des élus influents. Des profils solides, des gens qui savent lire une dynamique électorale, et ce qu'ils voient est limpide. Un député de Saxe prend la parole. Il ne tourne pas autour du pot. Si Merz reste, nous sommes morts politiquement. Silence autour de la table, puis des regards qui se croisent, des hochements de tête. Personne ne conteste, parce que tout le monde le sait déjà. Les électeurs ne veulent plus entendre parler de la CDU, ils se tournent ailleurs, vers une offre politique plus radicale, plus directe, plus alignée avec leurs préoccupations. Et surtout, ils sanctionnent. Alors la question n'est plus idéologique, elle devient existentielle. Comment survivre? La réponse va se construire en 48 heures. Appels téléphoniques, messagers cryptés, réunions improvisées. Le groupe s'élargit, lentement, puis très vite. 27 députés. Sur 152, presque 1 sur 5. Ce n'est plus une contestation, c'est une insurrection interne. Hier soir, ils passent à l'étape suivante. Un hôtel, lumière tamisée, téléphones éteints, portes fermées. Et une décision historique en préparation, selon un participant présent dans la salle. L'atmosphère est électrique, tension maximale, mais aussi une forme de détermination froide. Le même député de Saxe ouvre la séance. Nous sommes tous ici pour la même raison. Notre direction est un désastre. Nous perdons les élections, nous accumulons les erreurs, et nous n'avons aucune stratégie face à l'AfD. Chaque mot frappe, chaque phrase renforce une évidence. Si rien ne change, ils disparaissent. Et alors, les applaudissements éclatent. Pas par enthousiasme, mais par lucidité. Ils savent qu'ils sont en train de franchir une ligne. Ensuite, les discussions s'accélèrent, les positions se précisent, et rapidement, une liste d'exigences émerge. 4 points, 4 ultimatums. Premier point, démission immédiate de Merz, de la présidence du parti, et du poste de chancelier. Deuxième point, refonte totale de la ligne politique, retour à des positions plus conservatrices. Troisième point, ouverture de discussion avec l'AfD, abandon de la barrière politique qui séparait les deux partis. Quatrième point, organisation de nouvelles élections dans l'année. Ce n'est pas une proposition, c'est une menace structurée, et surtout, elle est crédible. Parce que ces députés n'ont plus rien à perdre. Dans leur territoire, ils sont déjà en train de perdre. Leur seule chance de survie, c'est un choc politique, un électrochoc. Un député de Thuringe se lève à son tour. Si nous continuons ainsi, nous tomberons sous les 10%. Nous deviendrons insignifiants. Le parti sera terminé. Le constat est brutal, mais personne ne le conteste. La décision est prise. Ils vont officialiser leur position. Un courrier est rédigé, signé par les 27. Un texte clair, direct, sans ambiguïté. Nous demandons la démission immédiate du président du parti et chancelier. Sa direction a plongé la CDU dans la pire crise de son histoire. Les sondages sont catastrophiques. La confiance des électeurs est perdue. Nous ne voyons aucun avenir sous son leadership. Et la phrase qui change tout, s'il refuse, nous quitterons le groupe, 8 heures du matin. Le message est envoyé. Et là, c'est la panique. Réunion de crise immédiate. Conseillers convoqués en urgence. Tentative de contrôle. Mais le mal est fait. Parce que 27 députés, ce n'est pas marginal. C'est un seuil critique. Sans eux, la majorité s'effondre. Et avec elle, le gouvernement, les soutiens de Merz tentent de calmer le jeu. Un responsable appelle à l'unité, à la stabilité. Il affirme que céder serait un signe de faiblesse, mais plus personne n'écoute vraiment, parce que la réalité est déjà visible. Le parti est fracturé, les sondages sont au plus bas, et surtout, l'autorité de Merz est brisée. Dans le même temps, la réaction extérieure ne se fait pas attendre. Du côté de l'AfD, certains responsables affichent à peine leur satisfaction. Lors d'une conférence de presse, une figure du parti déclare que ce que nous voyons aujourd'hui est le début de la fin pour la CDU. Le message est clair, ils se sentent prêts, ils se sentent légitimes, et ils invitent déjà les déçus à les rejoindre. Sur les réseaux sociaux, l'explosion est immédiate. Des millions de réactions,
Des débats en continu. Beaucoup parlent d'un retour de bâton. D'autres évoquent une opportunité historique. Mais au sein de la CDU, la guerre est désormais ouverte. Un proche de Merz parle de trahison. Il accuse les rebelles de penser uniquement à leur carrière, mais la réponse arrive rapidement. Les 27 affirment exactement l'inverse. Nous agissons pour sauver le parti. Et c'est là que tout bascule. Parce que pour la première fois, le doute s'installe publiquement. Et ce doute ne concerne plus seulement la stratégie, il concerne la légitimité même du leadership. Et quand ce doute apparaît, en politique, il ne disparaît jamais vraiment. La suite pourrait être encore plus brutale. Mais une chose est déjà certaine, rien ne sera plus comme avant. La machine est lancée et à ce stade, personne ne contrôle plus vraiment ce qui va suivre. Quelques heures après l'envoi de la lettre, la crise ne se limite plus à un affrontement interne. Elle déborde, elle s'étend, elle contamine tout le parti. Puis tout le pays, au siège de la CDU. Les téléphones ne s'arrêtent plus. Les responsables régionaux appellent, exigeant des explications, prennent position. Et très vite, un phénomène inattendu apparaît. La révolte ne reste pas isolée. En Saxe, la direction régionale sort du silence. Elle ne condamne pas les rebelles. Elle les soutient. Officiellement, le message est limpide. Le président n'a plus d'avenir ici. C'est une rupture stratégique majeure. Parce que lorsque les structures locales commencent à lâcher le centre, le parti entre dans une zone de turbulence extrême, et ce n'est que le début. En Thuringe, plusieurs responsables reprennent le même discours. Ils parlent d'une perte totale de crédibilité, d'un décalage entre Berlin et le terrain, d'une direction incapable de comprendre ce que vivent réellement les électeurs. Dans leurs mots, une idée revient sans cesse. Nous ne parlons plus aux gens. Et eux ne nous écoutent plus. Pendant ce temps, à l'ouest, la situation évolue plus lentement. Mais elle évolue quand même. En Rhénanie du Nord, des sections locales adoptent des résolutions internes. Elles ne demandent pas encore explicitement la démission, mais elles réclament une refonte complète de la ligne politique, un signal faible, mais dangereux, parce que dans un parti, les fractures commencent toujours par des nuances. Puis elles deviennent des lignes de rupture, puis elles explosent. À Berlin, l'entourage de Friedrich Merz tente encore de garder la main. Une stratégie de communication est mise en place. Messager d'unité, discours sur la responsabilité, appel à la discipline. Mais le problème, c'est que ces mots arrivent trop tard. Et surtout, ils sonnent creux, car en parallèle, d'autres voix émergent. Des voix plus directes, plus ambitieuses. Dans l'après-midi, une déclaration tombe, courte, mesurée, mais explosive. Un responsable majeur de l'Union prend la parole. Il affirme que les événements du jour montrent clairement que le parti a besoin d'une nouvelle direction. Puis il ajoute une phrase qui ne laisse aucun doute. « Je suis prêt à assumer mes responsabilités si le parti en a besoin. » Ce n'est pas une analyse, c'est une candidature. Derrière cette déclaration, une figure se détache. Markus Söder. Il observe, il attend, et surtout, il calcule. Parce que dans ce type de crise, le timing est tout trop tôt. Vous êtes rejeté. Trop tard, vous êtes oublié. Mais au bon moment, vous devenez incontournable. Et Söder le sait parfaitement. Pendant ce temps, dans les marchés financiers, la réaction est immédiate. Le DAX recule. Les investisseurs s'inquiètent. Pas à cause d'un débat idéologique, mais à cause d'une chose simple, l'instabilité. Un pays sans direction claire devient un risque. Les entreprises commencent à s'exprimer. Certaines demandent des élections rapides. D'autres parlent de paralysie politique. Parce que lorsque le pouvoir vacille, les décisions s'arrêtent, les réformes sont bloquées, les projets sont suspendus et l'économie ralentit. Dans les médias, les analyses se multiplient. Certains parlent d'un simple épisode de tension. D'autres évoquent une crise systémique. Mais sur le terrain, les citoyens ont déjà tranché. Sur les réseaux sociaux, les réactions explosent. Le mot chaos revient partout. Beaucoup estiment que la situation actuelle est le résultat de plusieurs années de déconnexion. Un commentaire résume parfaitement l'état d'esprit général. Ils ont ignoré les électeurs. Maintenant, les électeurs les ignorent. Et pendant que la CDU s'enfonce dans ses divisions, un autre acteur avance. Silencieusement, méthodiquement, la Alternative für Deutschland. Depuis des mois, elle construit son discours. Elle martèle ses thèmes, elle capte une partie croissante de l'électorat, et aujourd'hui, elle récolte. Dans les sondages, sa progression continue, jour après jour, pour une partie des électeurs. Elle incarne désormais une alternative crédible, pas forcément par adhésion totale, mais par rejet des autres, et ce rejet est devenu puissant, très puissant. Dans certaines régions, il structure déjà le vote. Et c'est précisément ce qui terrifie les élus de la CDU, parce qu'ils voient ce basculement de l'intérieur. Ils le vivent sur le terrain, ils entendent les critiques, les colères, les frustrations, et ils savent que ces signaux ne sont pas temporaires. Ils sont profonds, durables, peut-être irréversibles. Dans ce contexte, la stratégie des rebelles prend tout son sens. Ce n'est pas seulement une attaque contre un homme, c'est une tentative de survie politique. Un pari risqué, mais un pari calculé. Parce que rester immobile, pour eux, signifie disparaître. Agir, au contraire, ouvre une possibilité, même si elle est incertaine, même si elle est dangereuse. Dans les heures qui suivent, une nouvelle information circule en interne. Certains députés hésitants pourraient rejoindre le mouvement. Pas encore officiellement, mais les discussions sont en cours. Si ce scénario se confirme, le rapport de force bascule définitivement. Et là, ce ne sera plus une crise, ce sera une implosion. Du côté de Merz, les options se réduisent.
Première option, résister, tenter de tenir, garder le contrôle. Mais avec un parti divisé, cette stratégie ressemble à une fuite en avant. Deuxième option, négocier, faire des concessions, calmer la fronde, mais à quel prix? Céder, c'est reconnaître la faiblesse. Et en politique, la faiblesse se paie immédiatement. Troisième option, partir, quitter la scène, mettre fin à la crise. Mais cela signifie aussi admettre l'échec et entrer dans l'histoire comme un dirigeant qui n'a pas su maintenir son propre camp uni. Aucune de ces options n'est bonne. Certaines sont simplement moins mauvaises que les autres. Et pendant que ces choix se dessinent, le temps continue de s'écouler. Les prochaines heures seront décisives. Chaque déclaration, chaque ralliement, chaque silence même peut changer l'équilibre. Et au fond, une question domine toutes les autres. Le parti peut-il encore se reconstruire après un tel choc? Ou est-ce que déjà trop tard? Parce que parfois, en politique, il existe un point de non-retour. Et ce point, peut-être, vient d'être franchi. Le compte à rebours est lancé. Et cette fois, il n'y a plus d'illusion possible. Dans les heures qui suivent, tout s'accélère encore. Les lignes bougent, les positions se durcissent. Et surtout, les masques tombent. Au sommet de la CDU, une dernière tentative de contrôle est enclenchée. Réunion après réunion. Appels en urgence. Discussions fermées. L'objectif est simple, éviter l'effondrement. Mais la réalité est plus brutale. Parce que ce qui était encore quelques heures plus tôt, une crise interne, devient désormais une bataille ouverte pour le pouvoir. Autour de Friedrich Merz, le cercle se resserre. Les soutiens les plus fidèles restent, mais ils sont moins nombreux. Et surtout, ils sont sur la défensive. Un conseiller résume la situation en privé. Nous ne contrôlons plus le récit. Et en politique, perdre le récit, c'est perdre le pouvoir. Dans l'après-midi, un nouvel élément vient aggraver la situation. Plusieurs élus hésitants franchissent le pas, sans annoncer officiellement leur ralliement aux rebelles. Ils expriment publiquement leurs doutes, des phrases prudentes, mais lourdes de sens. Le parti doit écouter sa base. Nous avons besoin d'un nouveau départ. Le message est clair. La contestation s'étend, et elle devient légitime. À partir de ce moment-là, le basculement est presque mécanique. Parce que dans un parti politique, la loyauté tient tant que la victoire semble possible. Quand la défaite devient probable, chacun commence à penser à l'après. Et cet après, de plus en plus d'élus commencent à l'imaginer sans Merz. Pendant ce temps, Markus Söder avance ses pions avec précision. Il ne s'expose pas trop, il ne provoque pas directement, mais il envoie des signaux, discrets, calculés, et surtout, parfaitement lisibles pour ceux qui savent observer. Il parle de responsabilité, d'avenir, de nécessité de rassembler. Mais derrière ces mots, une réalité se dessine, il se positionne, il se prépare. Et si la chute se confirme, il sera prêt. Dans les coulisses, certains commencent déjà à discuter de scénarios de succession. Des noms circulent, des alliances se dessinent, des équilibres se négocient. La transition n'est plus une hypothèse, elle devient une probabilité. Dans le même temps, la pression extérieure continue de monter. Les milieux économiques s'inquiètent ouvertement. Des dirigeants d'entreprises demandent de la clarté, de la stabilité, des décisions rapides, parce qu'un pays paralysé politiquement devient imprévisible. Et l'imprévisible, les marchés le détestent. Le DAX reste sous tension. Les fluctuations se multiplient. Les investisseurs observent, hésitent, attendent, mais ils n'attendront pas indéfiniment. Si la crise dure, les conséquences seront réelles, concrètes, mesurables. Et pendant que tout cela se joue, une autre dynamique s'installe dans l'opinion. Un sentiment de basculement, de fin de cycle, de rupture historique. Parce que pour beaucoup d'électeurs, ce qu'ils voient aujourd'hui dépasse largement une querelle de partis. Ils voient un système qui se fissure, un modèle qui s'épuise, une classe politique qui ne parvient plus à convaincre. Et dans cet espace, une force continue de progresser, la Alternative für Deutschland. Elle ne crie pas, elle ne s'agite pas, elle observe, elle attend et elle avance. Ses responsables multiplient les interventions. Ils parlent de cohérence, de clarté, de rupture avec les politiques passées. Et surtout, ils insistent sur un point. Nous sommes prêts. Pour une partie de l'électorat, ce discours trouve un écho, pas forcément par adhésion totale, mais parce qu'il répond à une attente, un besoin de changement, un besoin de direction. Et face à une CDU divisée, affaiblie, contestée, cette promesse devient puissante, très puissante. De retour au cœur de la crise, la situation devient intenable. Les rebelles ne reculent pas, ils confirment leur ultimatum. Pas de compromis, pas de demi-mesure. Soit Merz part, soit ils quittent le groupe, et cette fois, personne ne doute qu'ils iront jusqu'au bout, parce qu'ils ont déjà franchi trop d'étapes pour revenir en arrière, parce qu'ils ont déjà exposé leur position, parce qu'ils ont déjà rompu avec la logique de discipline, et surtout parce qu'ils jouent leur survie politique. Dans la soirée, une réunion décisive est organisée. Dernière tentative, dernière négociation, dernière chance. Mais selon plusieurs sources, les discussions tournent court. Les positions sont trop éloignées. La confiance est brisée. Et sans confiance, il n'y a plus de compromis possible. À ce moment précis, tout devient clair. La question n'est plus de savoir si Merz peut gouverner, mais combien de temps il peut encore tenir. Quelques heures, quelques jours, peut-être un peu plus, mais la trajectoire est tracée. Et elle est descendante dans les cercles politiques. Une expression commence à circuler. Un chancelier en sursis. C'est brutal, mais c'est réaliste. Parce qu'un dirigeant qui perd le soutien de son propre camp
ne peut pas durer. C'est une loi non écrite, mais toujours vérifiée. Et ce qui se joue ici dépasse un simple changement de leadership. C'est une transformation profonde du paysage politique allemand, la fin d'un équilibre ancien, la fin d'une certaine idée des grands partis, la fin d'une stabilité qui semblait acquise et le début d'une nouvelle phase, plus incertaine, plus fragmentée, plus imprévisible. Les prochaines heures seront décisives. Une annonce, une démission, un ralliement massif, ou au contraire, une tentative désespérée de reprise en main. Tous les scénarios restent possibles, mais aucun ne permettra de revenir à la situation d'avant, parce que ce qui s'est produit ne peut pas être effacé. La fracture est là, visible, profonde et durable. Alors une dernière question se pose. Sommes-nous en train d'assister à la chute d'un homme ou à la fin d'une époque? Réfléchissez bien, parce que la réponse pourrait redéfinir l'avenir politique de tout un pays